Cédric Doumbé contre Beysangour, Baki, Shamsudinov, la revanche en 2025 au Parc des Princes. C'est ce qu'a laissé entendre Cédric Doumbé lors de son passage dans le face-à-face sur RMC. En parallèle, le MMA français se porte très très bien avec l'annonce de Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya en main event du prochain UFC Riyad en février, sur 5 rounds donc. On donne nos ressentis avec Brian juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, commençons par la question la plus importante autour de Doumbé. C'est quoi une fille bien? Non. Commençons par ton niveau de hype envers cette revanche. C'était bien vu, c'est bien vu. Heureusement que j'ai regardé l'interview, mais en même temps, je regarde tous les jours les interviews d'Apolline de Malherbe, donc à partir de là. Ah ok, tu savais un peu à quoi t'attendre. Ah ouais, j'aime beaucoup. Elle me fait rire. Enfin bon. Donc vraie question maintenant, ton niveau de hype par rapport à cette revanche? J'ai pas changé, hein. Moi je suis très très intéressé par cette revanche. Comme tous, je pense, on a tous été frustrés sur ce troisième round. Ouais, alors la hype est sûrement redescendue un petit peu, peut-être pour tout le monde, mais je vous invite à regarder à nouveau le combat et j'ai plein d'interrogations. Je pense que autant pour un camp que pour l'autre, ça va être un combat à préparer. Ça va être assez passionnant à préparer, tu vois. Assez passionnant de voir les adaptations possibles, ce qu'il est envisageable de faire. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de rounds. Voilà, ça c'est l'information qu'Apolline de Malherbe n'a pas posée, c'est en combien de rounds, mon ami? Ouais, c'est vrai quand on avait fait un petit débrief, on trouvait qu'une revanche en 5 rounds pouvait être très intéressante. Exactement. Parce que le Parc des Princes, je m'en fous en soi, ça pourrait être à l'Apex, mais par contre, le nombre de rounds, ça m'intéresse, tu vois. Clairement. Et on avait aussi parlé peut-être encore une fois, cette évolution des règles auprès du PFL, c'est introduire les coups de coude. Surtout quand c'est un showcase fight qui n'a rien à voir avec un tournoi, il y a vraiment, encore une fois, je le rappelle, aucune raison de ne pas avoir les coudes. Et ça peut être intéressant dans cette revanche de rajouter quelques éléments qui sont différents. Donc 5 rounds, ajouter des coudes, ne pas mettre d'épines dans la cage. Voilà, ça je pense que c'est les 3 points importants pour la revanche. Mais en dehors de ça, je crois que aussi pas mal de gens avaient dit ça, que la revanche, la plupart des gens étaient assez mitigés dessus parce qu'on a eu un genre de surplus. Moi y compris, nous y compris, on avait également bien surfé sur cette vague en termes de contenu. Et tout le monde avait eu un genre de lassitude. On n'arrêtait pas de parler de ce combat. Et au moment où il a eu lieu, même s'il y a eu une frustration sur la manière dont ça s'est terminé, il y a eu un genre de soulagement aussi chez tout le monde en disant « Ah, on peut enfin passer à autre chose ». Même si les 2 semaines qui ont suivi, on n'est pas vraiment passé à autre chose vu qu'il y avait matière à débattre sur la façon dont ça s'est terminé. Et c'est pour ça que moi j'apprécie que... Donc là, il disait deuxième trimestre 2025, donc entre avril et juin 2025, ce qui signifie qu'il y aurait plus d'1 an qui s'est écoulé entre le premier combat et la revanche. Et moi, j'aime bien ça, parce que ça veut dire que on a un peu... On sera redescendu par rapport à cette surcharge qu'on a eue en termes de communication. Il y a de quoi être redescendu, hein. Ces derniers mois, c'était un peu... À part être grand fan du sport, en termes de hype, en termes de externe à l'aspect sportif, c'était un peu vide, quoi. C'est clair. Il n'y avait que l'aspect sportif pour l'instant. Et justement, moi, par rapport à cette revanche, l'aspect sportif me hype énormément. Ouais. J'ai une crainte par rapport à l'aspect communication qu'on retombe un peu dans quelque chose qui risque de nous pousser tous à la surcharge. Écoute, après, c'est à chacun de choisir s'il veut passer sa vie à regarder des vidéos YouTube sur le sujet, tu vois, ou en faire. Moi, je pense que j'aurais plaisir à refaire pas mal de vidéos dessus. Ouais. Mais voilà, la surcharge, c'est juste un bouton sur lequel appuyer, tu vois. C'est clair. C'est choisir ce que tu consommes. Ouais, voilà. Et puis nous, on continuera de toute façon à couvrir le reste des combats, tu vois. Ça nous a pas empêché de le faire.
Ah ouais, nous, on Donc, a toujours, voilà, on a bien appuyé sur le bouton Doumbé contre Baki, mais ça nous a pas ouais, empêché de continuer à faire on a travaillé 2 fois plus, c'est voilà, tout. exactement, c'est ça. On s'est rajouté du temps de travail. Et voilà, je pense que ce que tu dis est très correct. Le combat était chouette à regarder. Il y a une fin qui est frustrante et surtout, sur base de comment s'est produit le premier combat, il y a beaucoup d'ajustements de part et d'autre. Et forcément, si c'est au Parc des Princes, il y aura beaucoup de pression sur les deux combattants, ce qui signifie que les deux vont devoir se préparer très sérieusement. Et sous cet angle-là, je pense qu'il y a pas mal de contenu très intéressant Mm, mm, mm. à produire. Un élément dont j'ai envie de parler aussi, c'est, encore une fois, c'est un ressenti, mais je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. Euh, Depuis le premier combat, je pense que Baki est beaucoup plus concentré MMA, beaucoup plus régulier sur sa progression. Doumbé a certes combattu entre les deux, ce qui n'est pas le cas de Baki, mais voilà, j'ai cette sensation que Doumbé, quand il a quelque chose de prévu, il se prépare MMA. Quand il n'y a rien de prévu, Je je te sais même pas partage. s'il fait de la maintenance, je Ouais. t'avoue. Écoute, je te rejoins. Moi, j'ai parlé, enfin là, sur les points qui m'intéressent, c'est effectivement les adaptations qu'il y aura à faire de part et d'autre sur le combat. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est la question d'évolution. Et je suis entièrement d'accord. D'un côté, on a Baki qui semble continuer d'investir sur son avenir sportif. Et de l'autre côté, on a Cédric qui semble plus investir dans son assiette, tu vois. Et alors bon, ça l'a jamais empêché à revenir très sérieusement et à proposer des choses. Enfin voilà, il nous a rarement déçus en arrivant hors de forme, hein. Il est hors de Ouais. forme en dehors de la préparation, mais c'est clair que dans la cage, voilà, il y a rien à lui reprocher là-dessus. Bon, on peut. Mais par contre, ça reste décevant. Je pense qu'il aurait pu garder quand même un pied. Ça revient à chaque fois aux objectifs, tu vois. Est-ce que maintenant son objectif est Hmm, toujours non. de rentrer dans le top 5 mondial Hmm, hmm, hmm. avec des objectifs UFC? Personnellement, j'en suis pas sûr. Je pense qu'il a tellement d'opportunités en dehors du MMA. Et ça se comprend que voilà, tu dis, OK, maintenant, moi, financièrement et en termes d'opportunités qui sont chouettes, hein, parce qu'il a toujours dit qu'il voulait être acteur, qu'il voulait être comédien, Hmm, hmm, les hmm. opportunités commencent à venir à lui. Ça peut s'entendre que le MMA n'est plus son focus premier. Donc autant ça se comprend de son côté, autant ben, je te rejoins, il y a une certaine frustration parce que il avait le potentiel de faire quelque chose de plutôt pas mal, je pense, en MMA. Ouais, je pense, hein. Je pense. Après, voilà, hein, je pense que comme tu l'as dit, on va dire, c'est peut-être ces dernières années, donc il investit vraiment pour mettre de l'argent, enfin voilà, de faire de l'argent, quoi. Mhm. Et on n'est plus sur l'aspect sportif où l'argent rentre en second plan, même si avec du recul, l'argent, ça aide quand même grandement pour atteindre des objectifs sportifs. Ouais. Mais ce combat, le résultat de ce combat, peut avoir un énorme impact, selon moi, sur la suite de sa carrière extrasportive. Donc, Ah je vais oui. partir du principe que il y a une raison pour laquelle il parle aujourd'hui, on est en novembre 2024, du deuxième trimestre 2025, c'est Mhm. parce qu'il a envie de temps pour bien se préparer. Parce que je pense pas que ce soit le PFL qui ait déjà réservé une salle en Il y a, France à ce moment-là. Je pense qu'il y a vraiment, y a pas c'est le... discuté depuis longtemps. Non, il n'y a pas le contrat avec Baki qui pose problème. Oui, ça aussi, on doit en parler. Ça aussi, Et on je doit en pense que parler. c'est plus ça, hein. Je pense qu'ils doivent attendre la fin du contrat ou un truc comme ça, non? Alors moi, j'ai pas les détails. J'ai pas eu le temps de. Je pense que ça peut faire une très belle vidéo en aparté sur un peu la situation Baki en termes de contrat. Donc pour ceux qui savent pas, il était sous le Management Factory. Il était à l'ARES. Il y a eu une annonce comme quoi il avait signé au PFL pour 5 combats. Il a été annoncé contre Oliver Camp en septembre. L'événement a été annulé. Mhm. Euh, je n'ai pas de source sûre concernant les raisons de l'annulation. Il y a eu plusieurs rumeurs qui ont circulé, donc je ne vais pas me positionner dessus. Et Baki ne semble pas blessé puisqu'on le voit encore à l'entraînement. Il y a un PFL Lyon qui arrive là le 14 décembre, il n'est pas dessus. Donc on se pose quand même des questions si il ne s'agit pas effectivement d'une raison contractuelle. Et alors j'ai des échos, mais prenez ça vraiment avec des pincettes, que justement il est encore lié contractuellement avec l'ARES et que la sortie possible pour le PFL, c'était de combattre Cédric Doumbé. J'imagine parce qu'il y a
commission qui rentrera à la RES, et ça peut s'entendre aussi qu'il fasse respecter le contrat avec des clauses d'exception, on va dire. Donc, ouais, je sais pas si le Moi, je contrat pensais que Ares- c'était, enfin, je pensais que c'était une information sûre, hein, qu'il était encore sous contrat. Pour moi, c'est, dites en commentaire si on se trompe ou si c'est vraiment, enfin, pour moi, c'était 100% sûr qu'il était encore sous contrat. Je me demande si dans la vidéo, l'interview avec Lopez, il n'y a pas cette discussion et qu'en fait, il est toujours sous contrat et puis c'est comme ça, quoi. Ah ben voilà. Je crois, hein, Et donc le contrat arrive à un terme naturellement, on va dire, sur le temps. C'est ça, donc J'en il ai faut patienter. strictement aucune idée, ça, par contre. Je pense c'est soit que ça arrive à terme, soit que c'est en négociation pour trouver une sortie à l'amiable, tu vois. À l'amiable. Ouais, c'est ça. Plutôt à l'amiable Bah comme oui, ça. mais après, ça reste Business is business, ouais. business is business. Les contrats, c'est comme ça. À un moment donné, voilà, il y a professionnel. C'est la différence de amateur, tu vois. Il y a Ouais. le statut professionnel. C'est des engagements qui sont professionnels. C'est pas c'est pas une question de niveau. C'est une question de contrat, de taf, d'employé, d'employeur. Enfin voilà. Hein, Alors, en on fait, comprend rien, quoi. ça rajoute un peu à ce sur quoi on insiste assez régulièrement sur Fight Minds en tant que Mhm. combattant. Donc, si vous êtes combattant et que vous écoutez ce podcast, que vous soyez amateur ou déjà professionnel, ouais, soit apprenez à lire des contrats, soit n'hésitez pas à passer par un avocat pour relire un contrat avant de le Ouais. signer, parce que quand on le survole comme ça peut vite se retourner contre nous, parce qu'il y a des situations auxquelles on n'a pas pensé, et là, ça devient compliqué. Et effectivement, encore une fois, pas pour tirer sur qui que ce soit, j'ai l'impression que Baki est parti vers un management en phase d'apprentissage et qui doit encore faire des erreurs. Et donc, voilà, ça reste des choix qui sont très importants, qui sont professionnels et qui peuvent, encore une fois, avec un manque de professionnalisme, de sérieux ou simplement d'expérience, Ouais, ça bah peut poser après, tu sais, problème. comment il s'appelle le combattant, le poids lourd qui allait chez Ali Abdelaziz qui était encore sous contrat. Slim Trabelsi. Voilà, bah, je pense que Ali Abdelaziz, on peut pas dire qu'il est en cours d'apprentissage, tu vois. Bien Il sûr, a ouais. quand même signé un gars qui était sous contrat avec RS. C'est juste que ça arrive, hein, c'est comme ça. Ouais, mais Mais c'est plutôt, là, c'est pas la responsabilité pour moi des managers, c'est la responsabilité du combattant qui a signé un contrat, à moins oui, mais qu'il après était avec ton ses nouveau managers à manager, ce c'est moment-là, aussi mais le nouveau management, c'est aussi son rôle de bien lire le contrat ouais. dans lequel Mais ton ce que je nouveau veux dire par là, c'est combattant qu'Ali se trouve. Abdelaziz aussi a fait cette erreur-là, tu vois. Est-ce qu'il n'a pas trouvé une solution au final? Est-ce qu'il n'a pas signé Bon, déjà, est-ce que Ah bah Ali Abdelaziz ne sûrement l'a pas qu'entre, signé en se disant je vais faire un coup à Fernand Lopez d'un peut-être. point de vue public et qu'il y avait une autre stratégie derrière et au final, bah, Slim Trabelsi a combattu depuis, donc il a Non, il a trouvé pas sa signé porte à de. l'UFC, il a galéré, ça a été problématique, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, Ça a c'est vrai. été problématique. Dans tous les cas, pour moi, c'est la responsabilité de celui qui signe le papier, donc la plupart du temps, Ouais. c'est le combattant, tu vois. Et effectivement, mais nous, on n'a jamais fait appel non plus à un avocat ou quoi que ce soit, mais effectivement, il faut faire appel à un avocat Bah, et pas nous, signer trop vite un contrat qui paraît alléchant parce que, enfin voilà, c'est vrai. ouais, parce que nous, ça aurait pu très vite se retourner contre nous. On a eu des situations où Bah c'était ouais. un peu, Mm, mm, mm. Ah ouais, bah c'est un oui, peu oui, relou, oui. quoi. Tu as... Et puis, tu te rappelles, Taylor, à un moment donné, il devait signer, il a refusé de signer parce que le contrat pour lui était trop désavantageux et il s'est dit non, je vais pas signer avec eux, tu vois. Et il a eu entièrement raison. Tout à Nous, fait. au début, on se dit comment ça, quoi, tu vois. Mais non, il a 100% raison et ça, c'est du professionnalisme. Ouais. Et je parle de ça il y a pas mal d'années quand même, tu vois. Mm, mm. Ouais, donc, Enfin bon, mais il y je a. pense que c'est lié à ça. On va croiser les doigts que le combat se fasse. Et Mhm. peut-être, vu qu'il y a déjà eu comment on appelle ça? La possibilité de combattre pour le PFL contre Baki, peut-être que pour le 2, le, le Management Factory va accepter de la même manière. Mais ça sera sûrement avec un pourcentage sur la prime. Ça, c'est Ouais, sûr. ça, je pense que dans tout contrat de management, dans des boîtes un peu. Euh, Allez, je trouve plus le mot, mais voilà, dans des boîtes qui sont un peu installées, on va dire, Mm. il y a des clauses comme ça où bah, quand tu pars, puisque c'est nous qui avons fait une partie de ta carrière, il y a toujours un petit pourcentage qui reste sur Ouais, tu peux certaines avoir. conditions Mm. et clauses, hein, évidemment, mais Ouais, ça clairement, m'étonnerait clairement. pas qu'effectivement, encore une fois, comme tu dis, à l'amiable, avec ce geste-là, Bah ça oui, peut le c'est faire. logique. Et
d'un point de vue PFL, moi, c'est ça qui m'avait semblé bizarre quand ils ont signé Baki. Il y avait Doumbé qui était annoncé contre Willis et il y avait Baki qui était annoncé contre Nkamp. Alors, ils étaient larges favoris tous les deux. Donc, je peux comprendre que ça fasse monter la hype. Mais chaque combat que tu fais entre Cédric Doumbé et quelqu'un d'autre et Baki et quelqu'un d'autre, tu cours le risque d'avoir une perte de hype sur la revanche. Donc, pour moi, c'est très logique de la part du PFL de voilà, même si Baki est signé pour 5 combats et que je sais pas, Cédric, il en a peut-être encore 2 ou 3 sur son contrat, pour moi, c'est très logique de faire ça d'entrée de jeu. Pour pas courir le risque d'une blessure, d'une défaite ou de quoi que ce soit qui puisse soit faire que le combat ne puisse plus s'organiser, soit faire que le combat perde une quelconque hype. C'est vrai. Parfait, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de notre ressenti. Moi, effectivement, je pense qu'il y aura du contenu à faire sur la préparation, sur les ajustements. Ça me fait penser, ce serait pas mal d'avoir les droits à l'image et de faire un visionnage du combat en entier en trouvant un peu toutes les pistes. Ça peut être sympa, ça. Toi, si ça se passe en synchrone, tu penses à avantage qui? En fait, par rapport à la structure du premier combat, c'est difficile à dire parce qu'on voyait pas de souvenirs. Je suis pas allé revoir le combat. Je sais pas si toi tu l'as fait. J'ai pas l'impression qu'en termes de conditions, il y en a un qui perdait plus d'énergie que l'autre. Je pense qu'ils étaient encore tous les deux bien. Par rapport à comment le premier combat s'est produit, ben, premier round Baki, deuxième round Doumbé, troisième round, on sait pas trop dire parce que c'était vraiment, ça se passe après 1 minute ou 1 minute 30 Liping. Il n'y en a pas un qui était en train de réellement prendre l'ascendant sur l'autre, enfin, de manière visible. Moi, je trouve quand même. Ouais, tu trouves que Doumbé prenait. Sur la Ah oui, oui. J'ai regardé à nouveau ce matin, je trouvais que. On va tomber sûrement dessus à nouveau. Mais je trouvais que c'était celui qui semblait le plus. Qui commençait vraiment à prendre ses marques, tu vois. Ouais, bah, quand tu regardes d'un point de vue stratégie, tu voyais que Baki voulait amener au sol. Il y est bien parvenu dans le premier. Dans le deuxième, c'était plus complexe. Dans le troisième, il n'y a pas eu de tentative d'amener au sol ou une ratée peut-être. Donc, sur ce point de vue-là, on peut voir un vent qui tourne et qui souffle dans le dos de Cédric Doumbé. Maintenant, si on part du principe que par rapport au premier combat, c'est peut-être plus avantageux si ça tire en longueur pour Doumbé, je vais revenir sur l'argument que j'ai déjà donné. D'un point de vue préparation, Doumbé a vraiment intérêt à faire une grosse prépa bien sérieuse à partir de maintenant pour être en top forme dans le deuxième trimestre 2025 parce que Baki, lui, on sait que tu pourrais l'appeler maintenant et combattre dans 2 semaines, il sera prêt potentiellement pour un 5 rounds. Après, on l'a déjà parlé, hein, le cardio des anciens obèses, c'est solide. Hein. C'est vrai. Et ancien récent. Les anciens récents obèses. C'est pas gentil. Moi, je donne avantage à Doumbé pour cette raison-là. Non. Mais moi, je pense que le synchrone, ça m'intéresse. Je pense que ça avantage quand même Doumbé. C'est avantage Doumbé. Ouais. Franchement, ça reste un combat qui me semble vraiment intéressant, très intéressant, sur effectivement toutes les adaptations, sur la confiance aussi, par exemple, de Baki. Ouais. On se rappelle quand même que sur le premier combat, je trouve qu'il a très bien respecté le game plan qui était donné par Fernand de ne pas se faire toucher. Il lui a dit, voilà, s'il te touche, tu tombes, donc tu peux pas te faire toucher. Et donc, il était un peu plus méfiant, ce qui est normal, ce qui me semblait très très bien. Je pense que sur le deuxième combat, on aura un jeu un peu plus ouvert, tu vois, avec légèrement moins de respect du côté de Baki. Et donc, ça va être très avantageux pour nous, pour le public. Ouais. Et je pense que ça sera aussi... par contre, je pense que ça sera plus avantageux pour Cédric, tu vois. Également, ouais. Plus de potentielles ouvertures. Voilà. Et en plus, on a un Cédric qui, lui aussi, en termes de confiance, il se fait amener au sol 3-4 fois dans le premier round, mais il se relève très rapidement à chaque fois. Et donc, encore une fois, ça fait partie des ajustements. Est-ce que Cédric garde cette confiance, de cette capacité à se relever quand il se fait amener au sol et travaille plus, encore plus sur trouver les ouvertures debout? Est-ce qu'il se dit, OK, Baki, il va peut-être travailler sur son contrôle au sol? Ce qui est potentiellement un axe d'amélioration pour Baki dans ce combat, c'est OK, je suis capable de l'amener au sol, maintenant il faut que je travaille sur mon contrôle au sol. Il y aura un peu ce jeu mind game, tu vois, c'est cette guerre, ou ce jeu d'échecs où il faut un peu anticiper ou essayer de deviner ce sur quoi l'autre va travailler et sur quels ajustements il mettra une priorité dans le prochain combat. Donc je pense que c'est pour ça cette revanche m'intéresse énormément, et surtout avec autant de temps entre les deux. Et j'aimerais voir Baki sortir aussi ses jambes un peu plus, tu vois. Ouais. Des front kicks, il y a une feinte de genou peut-être, mais j'aimerais vraiment faire
ouais, le voir dans un peu un autre jeu, un peu surprendre, tu vois, Ouais, ouais, de ce qu'on a vu. debout, pas revenir avec le même schéma, même si un truc qu'on avait tous les deux apprécié, c'était les jabs devant les yeux. Donc les jabs, pas spécialement pour Ouais. toucher, mais pour gêner, ça c'était vraiment bien, pour faire reculer la tête de Cédric Doumbé qui met sa tête fort en avant. Ça Mm. c'était très intéressant, mais effectivement, pouvoir le varier peut-être avec des front kicks au visage, encore une fois, pas pour toucher, mais pour lever la tête, pour lever la posture, pour accéder aux hanches plus facilement. Mm. Il y Mm. a quelques petites techniques comme ça qui peuvent être intéressantes. Ouais, je pense qu'il va y avoir. En tout cas, moi, je vous le redis, hein, je suis très hypé par ce combat-là. J'ai vraiment hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de pouvoir en débriefer plus sérieusement. Eh ben voilà, on est tous les deux d'accord. Euh, pour moi, la surcharge est passée. Je suis prêt à me relancer dans un combat Baki Doumbé revanche. En plus, il s'est prévu longtemps à l'avance. Peut-être que tu vois, ça va être un peu lissé comme ça en termes de communication, de hype qui se Ouais. construit. Ça pourrait être lissé. Et comme j'ai dit, le MMA français se porte très bien. Donc, entre-temps, il y aura probablement des gros combats français à l'UFC à couvrir. Et donc, il y aura une certaine variété dans le contenu. Donc, voilà, on pourra se concentrer vraiment sur le côté sportif de ce combat qui est très très intéressant et sur la suite de la carrière pour l'un et pour l'autre aussi, il y aura beaucoup d'enjeux donc Tu sais ce qui pourrait être bien, c'est pendant cette période de temps qu'il fasse une sorte de truc vidéo YouTube avec Morgan Charrière, perte de poids, tu vois, comme il avait fait à l'époque. Et genre, il se retrouve, hop, allez, c'est parti, on fait le sport et tout, et on le voit perdre son poids comme ça. Ça serait ouais, très plus motivant, jamais ça. gros, un truc comme ça. Plus jamais gros. Avec Morgan, ça serait incroyable, tu vois. Ah, le Voilà. crossover serait dingue. Je suis pour, je signe tout. On va souffler l'idée à David, tu vois. Voilà. Plus jamais gros. Ah, excellent, voilà. Ouais, Nickel. vraiment, trop bien trouvé. Je pense pas qu'en 2025 on puisse encore utiliser ce titre, mais Morgan avait bien joué le coup quand c'était encore autorisé. Pourquoi en 2025 on a... Parce qu'on Il y a devient Trump qui est super passé, on a le droit à sensible, on peut nouveau de plus utiliser ces termes. utiliser ce Non. terme-là. Non, justement. Je signe à deux mains si on peut continuer à utiliser ces termes. Ok, passons au deuxième combat qu'on veut débriefer. Encore plus intéressant peut-être d'un point de vue sportif international. Imavov contre Israël Adesanya. J'ai pas vu que c'était 100% officiel, tu vois, il n'y a pas encore les gros comptes qui ont officialisé ça, donc ça, c'est encore au niveau de la rumeur, mais ça me semble très logique, plausible et réaliste comme combat, donc partons du principe que ça l'est. Ah Euh, oui, ça n'a pas du tout été... je pense pas, hein. Parce que la sueur l'a posté avec selon nos rumeurs, Non, selon nos j'ai sources. selon nos sources, pardon, selon nos sources. Bon, on Et sait, hein. entre-temps, ils n'ont pas confirmé à 100%? J'ai pas vu l'info passer chez Marcel Dorf par exemple. L'UFC évidemment n'a pas encore posté dessus. Je pense pas avoir vu Israël Adesanya le poster lui-même. Donc Ouais. on va dire que Bah, c'est une rumeur très avancée. je pense que c'est très très avancé et je pense que c'est quasi confirmé. Et sûrement que la dernière confirmation, tu vois, pour un Marcel Dorf, ça vient du camp de De chez Israël Adesanya. En fait, Marcel Dorf, je sais Adesanya. comment il fonctionne, c'est ça, il veut la validation écrite des deux côtés avant de lui-même publier. Mm, Il a mm, mm. probablement la validation de Nassourdine Mavov. Il y a un compte Jawed sur Twitter qui lui se trompe jamais sur Nassourdine. Je pense qu'il est assez proche et en commentant sous un post de RMC, il laissait entendre qu'il avait l'info. Donc voilà, partons du principe que Ouais, c'est. ouais, et puis t'avais Maître Fumé qui avait partagé ça il y a déjà quelques temps, qui ont reconfirmé, mais je pense, comme tu le dis, que c'est enfin voilà, c'est Il manque la une source en source fait. du clan Imavov qui confirme ça, et tant qu'on n'a pas, entre guillemets, la confirmation à 100% du clan Adesanya, c'est pour ça que les gros comptes comme Marcel Dorf n'ont pas encore partagé. Ouais, c'est ça. Donc partons du principe que du côté de. Alors, en fait, la certitude qu'on peut avoir, hein, vu que bon bah t'as Maître Fumier qui a posté dessus, la sueur aussi et Jawed. Je pense sincèrement qu'on peut être sûr que Imavov a reçu la proposition Oui, et il l'a signée. oui, Ce qui voilà. signifie qu'Adesanya a reçu la proposition. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il l'a déjà signé et qu'il n'a pas encore confirmé à un gros compte que c'est signé. Voilà, on en est Mm. à ce stade-là. Quoi qu'il en soit, disons que ça est confirmé. Voilà, pour la Ouais, facilité ouais. de notre podcast. Même question que pour Cédric Doumbé contre Baki en mode revanche. Le niveau de hype sur ce combat. Ah bah écoute, moi ça me plaît grandement, hein. Je pense que c'est un...
Je pense que c'est un gros coup d'accélérateur, le gros coup d'accélérateur dont Imavov a besoin dans cette catégorie. Mhm. Et non, 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 franchement, le combat va être très intéressant sur le plan technique. Moi, j'ai plein d'interrogations. Rien que là, j'ai du mal à voir comment le combat pourrait aller, tu vois. Ouais, en fait, moi, Je vois très bien les profils, mais je comment pense ça que match? comment ça match. Mais par contre, du côté d'Imavov, ça reste pour moi un petit casse-tête, entre guillemets, dans le choix de ce qu'il pourrait produire, de ce qu'il pourrait faire. Ouais. Et donc, on va dire que sur ce combat-là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir l'approche que vont adopter le clan Imavov pour battre Israël Adesanya. Ouais, c'est comme l'avait dit Nicolas Hout quand il est passé en interview la dernière fois sur Fight Minds, c'est une énigme à résoudre. Et cette énigme, elle est compliquée. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant dans ce combat. Autant cette énigme a déjà été résolte, résolue Résolu? par le passé, par différents profils d'ailleurs, hein, Dricus, Jan Blachowicz Ouais. et Sean Strickland. Autant ça me paraît pas être des blueprints qui sont réciprocables, Reproductible. reproductibles par Imavov. Donc Imavov va devoir, en tout cas le clan Imavov va devoir trouver un nouveau chemin vers la victoire contre Adesanya sur base du profil sportif de Imavov. Et donc il y a eu cette question sur Twitter, quelqu'un qui disait le fait de prendre Imavov maintenant et de le battre, est-ce que ça n'aurait pas moins de crédibilité qu'avant parce qu'il a déjà perdu contre 3 profils différents à l'UFC, 4 profils différents en fait avec Alex Pereira, je l'ai oublié. Encore une fois, un profil bah, dont Imavov peut pas trop s'inspirer selon moi. Ma réponse, c'est ça, c'est non, on perd pas en crédibilité parce qu'il doit trouver une nouvelle manière de battre Israël Adesanya, donc ça reste une victoire très crédible, même si ce dernier n'est plus champion et a perdu contre 4 combattants différents à l'UFC. Donc j'aime bien, à la fois du côté hype, je suis très intéressé sur le plan stratégique et approche qui sera adopté d'ailleurs des deux côtés, parce que pour se préparer à Imavov, je pense qu'on le sait maintenant, il vient préparer au profil adverse, donc tu dois un peu anticiper les éléments avec lesquels il va venir dans la cage pour pouvoir contourner ça. Donc il y a un travail aussi du côté de Israël Adesanya qui va devoir faire parler son expérience. Et en plus de ça, pour moi, c'est le meilleur choix d'un point de vue de management que Imavov pouvait faire. Ah oui? Pour quelle raison? Alors pour quelle raison? Je vais te donner le ranking UFC. Et Ouais, puis je pour l'ai le devant fun, les yeux. Fight Minds. Donc comme ça, tout le monde là. Champion Dricus. C'est le cas au ranking UFC, mais aussi chez Fight Minds, c'est logique. Le numéro 1 et le numéro 2, c'est la même chose sur les deux rankings. Strickland, puis Israël Adesanya. Du côté de l'UFC, ils font jouer la hype. Donc Khamzat est numéro 3. Du côté Fight Minds, parce que tu le mets. Nassourdine est numéro 3. Numéro 4 à l'UFC, Whittaker. Numéro 4 chez nous, Caio Borraio. Numéro 5 à l'UFC, Nassourdine Imavov. Chez nous, Khamzat Chimaev. Numéro 6 à l'UFC, Caio Borraio. Et chez nous, c'est Whittaker. Donc, l'ordre n'est pas le même de notre côté et de leur côté. Mais par rapport à ça, je trouve que... le truc, c'est qu'on s'attend à ce que Dricus défende quoi, en janvier-février, donc aux alentours du combat entre Nassourdine et Imavov. Et ce sera soit contre Strickland, soit contre Khamzat. Il y a Caio qui veut être actif et qui commence à vachement monter. Et qui lui, s'il prenait Israël Adesanya, ça mettait Nassourdine dans une position un peu compliquée par rapport au paysage de cette division des middleweight. Ici, je pense que si tu bats Israël Adesanya en 5 rounds, tu te garantis d'avoir le prochain title shot. Ouais, moi je reste quand même assez étonné parce que l'UFC donc a la possibilité de mettre donc Dricus Duplessis. Moi personnellement je le mettrais contre Khamzat. Personnellement aussi, ouais. Ouais. Et s'il peut combattre aux États-Unis, c'est vraiment ça. À mon avis, c'est ce sur quoi ça. Pourquoi? Ça flanche. Bah, il y a quoi d'autre comme option? Parce que s'il peut pas combattre aux États-Unis, UFC 312 à Sydney.
Je pense que Khamzat pourrait combattre à Sydney. Mais non, Hmm. ouais, enfin oui, en fait, Dricus contre Khamzat à Sydney, parce qu'il n'y a plus vraiment de Australiens / Néo-Zélandais qui ont une ceinture. Donc ça peut le Hmm. faire en main event avec Volkanovski en co-main event, par exemple. Ouais, par Ah, ça peut exemple être une ça. option. Après, ça pourrait être une option. Et moi, j'aurais vu une revanche. Enfin, je te parle purement pour faire de l'argent, hein, pas pour Nassourdine, mais tu vois, j'aurais pu voir une revanche Adesanya Strickland, tu vois. Ah, que l'UFC Si fasse. l'UFC avait voulu vraiment euh, faire de l'argent, donc je trouve que c'est clair que pour Nassourdine, c'est un très très bon combat d'avoir Israël Adesanya. Ah oui. Et pour moi, Israël Adesanya, je pense qu'il aurait dû privilégier plutôt Sean Strickland, tu vois. Je pense que c'est un profil qu'il est capable de battre avec une bonne préparation. Sur le plan sportif, je trouve que c'est euh, intéressant pour lui. Là, ça ressemble. Alors, j'arrive pas trop à comprendre son choix. À Israël? Ouais. Est-ce que il sous-estime Nassourdine et qui se dit ouais, c'est un combat de chauve, ça me permet de me remettre dans le bain, de prendre une victoire et puis de refaire Hmm. mes ajustements. Mais ça pourrait se retourner Eh contre ben, lui, tu vois. est-ce que. Ouais, on est fort dans la spéculation ici, mais on sait pas trop. Peut-être qu'on lui a même pas proposé Strickland. Mais c'est lui hein, qui a fait le call-out, hein. C'est Adesanya, hein. Non, il en a parlé sur le Joe Rogan en disant que ça pouvait être un combat intéressant. Ça s'appelle un call-out pour moi. Ouais, on va dire un call-out Ouais, assez léger, quoi. Ouais. t'es devant Joe Rogan, tu dis ouais, le combat que t'as envie de faire, tu vois, tu dis le combat que t'as envie de faire. C'est le Ouais, c'est call-out, vrai, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Bah après, peut-être que voilà, peut-être que en sortant du combat contre Strickland, il se dit ouais, c'est ultra relou à combattre et j'ai pas envie de me repréparer à ce profil-là. Ça peut, hein. Parce que toi, tu dis il a des chemins de victoire contre Strickland, mais peut-être que lui, il se dit Ah, non, j'ai plus envie, lui. sérieux, franchement, moi c'est. Ouais, je parle personnellement, si j'étais à sa place, ça serait vraiment le combat qui me. Enfin, comme Nassourdine. Nassourdine, le combat qu'il a envie de faire, c'est contre Sean Strickland, au-delà de Ouais, la ceinture. ouais, Mais c'est c'est. ça. Après, peut-être qu'Israël Adesanya est plus intéressé par la ceinture que par prendre des revanches. Et dans ce cas de figure, il se dit, bah, Oui, moi, une peut-être. victoire, peu importe contre qui, alors Mais pour moi, je il prends le passera. profil le plus accessible, selon moi, hein, encore une fois, on n'est pas en train de dire que Nassourdine est le profil Non? le plus accessible pour Israël, mais peut-être que Israël se dit ça, et par Ouais. conséquent, il se dit, bah, je préfère aller chercher le combat dans lequel je me sens le plus favori, Hmm. qui serait Nassourdine Imavov, et que on voit un peu comment ça se passe. Maintenant, effectivement, le risque, je crois que le plus gros risque pour Adesanya et Imavov par rapport à la course au titre, ce serait qu'on ait Dricus contre Strickland, et que Hmm. Ramzat prenne Caillot, batte Caillot. Dans ce cas-là, Ramzat leur coupe l'herbe sous le pied. Ah bah, pour moi, Ramzat, il coupe l'air sous le pied tous les jours à tout le monde, là, hein. Ouais, Vu la entre sa dernière dernière perf, prestation, ouais, c'est ça, entre sa dernière perf et la hype qu'il a. pour moi, c'est euh, vraiment le combattant que tu veux absolument, à moins que tu t'appelles Duplessis, mais que tu veux absolument éviter, quoi. ah oui, hein. C'est c'est une certitude. T'as intérêt à être très très solide face à lui, quoi. Ouais, franchement, cette division, c'est un truc de dingue. Je pense que l'UFC doit vraiment insister pour que le champion soit actif. Parce que au-delà de tous les noms qu'on a cités, donc on a Strickland, on a Israël Adesanya, on a Nassourdine, on a Caillot, on a Hamzat, on en a 5 qui ont déjà un argument pour un title shot ou qui sont normalement à une victoire de se le garantir. Mais ce qui signifie Mm. qu'il y aura d'office un moment un souci. Et en plus de ça, ils viennent d'annoncer Fluffy contre Allen. En cas de victoire de Ouais, j'ai vu. Fluffy, c'est un ah ouais, alors ceux qui savent pas, c'est un rematch. Ils ont déjà combattu l'un contre l'autre en 5 rounds au LFA pour la ceinture. C'est un combat génial à aller regarder. Donc ceux qui ont l'UFC Fight Pass, allez voir le premier combat entre Allen et Fluffy. Ça va vous motiver à voir la revanche. Et là aussi, je pense, si Allen gagne, ça pose pas de problème par rapport au haut de la division, par rapport au contender. Mm. Par contre, si c'est Fluffy qui gagne, c'est un nouveau nom qui rentre et qui se positionne pas loin d'un title shot. Il lui Oh, faudra tu encore une penses? victoire supplémentaire, mais Ah, une ou deux, hein, ça reste quand même. Je te dis, hein, le top 5, les gars, ils sont tous méritants, à part peut-être Whittaker pour moi. Et dans votre classement, il est combien, Whittaker? 6. Ah oui, ouais.
C'est le Je dernier comprends. des noms, quoi. Donc, de ton classement, je pense que les 5 premiers Ouais, sont, sont passent méritants. devant Fluffy sans Oui, oui, aucun mais doute, pour même moi, s'ils gagnent, hein. Fluffy avec une victoire contre Allen, il passe en 6 devant Hmm. Whittaker. Et c'est celui qui a le moins d'arguments clairement dans cette Ouais. liste. Mais étant donné que si c'est inactif dans le haut de la division, que Dricus met du temps et revient en mars ou en avril, il y aura des combats qui vont se faire. Hmm, hmm, Potentiellement hmm. Fluffy qui va peut-être prendre un KO, j'en sais rien. Fluffy qui bat KO après avoir battu Allen, il serait sur une série de je sais même plus combien de victoires. Ça Ouais, commence à voilà, ça commence à se transformer en nom intéressant. Et bon, d'ailleurs, ouais, revenons revenons. à Imavov. À Ouais, revenons à Imavov, parce que c'est Imavov. ce qui nous intéresse le plus. Ouais. Toi, ta première impression sur ce combat-là, tu vois Easy, tu vois Easy ou Easy? Easy Ah. pour Honnêtement, je vois ça Nassourdine comme ou Easy qui l'emporte? non, non, moi je vois ça comme un combat très serré, très Ouais. serré. Et voilà, si j'amène mes émotions et mon côté amical envers toute cette équipe-là de côté, je dois mettre Israël Adesanya léger favori. Sans faire d'analyse, hein, évidemment. Sans faire d'analyse. Peut-être qu'en re-regardant les derniers combats de Nas et en re-regardant les dernières performances d'Israël Adesanya, je vais changer d'opinion. Mais voilà, de prime abord comme ça, un Israël Adesanya encore motivé contre Nassourdine, ouais, je vois ça comme un 55-45 Adesanya, je dirais. Ouais, donc combat quand même très équilibré avec un léger avantage pour Israël Adesanya. C'est comme ça que je le vois. Tu le vois comment, toi? Moi, première impression, c'était de me dire, ah, c'est parfait, c'est le moment parfait, il va prendre l'âme d'Adesanya, ça va être magnifique. Mhm. Ce matin, j'ai regardé un petit peu rapidement les derniers combats des deux et je fais, attends, on vole pas trop vite, mon ami. Donc, non, je comprends. Euh, je trouve ce combat très serré. Je comprends tout à fait que Adesanya soit léger favori. Je pense qu'il y a. Je pense qu'on n'est pas encore au plein potentiel de Nassourdine Imavov. Ouais. Et. Ouais, ouais, c'est compliqué quand même. Parce Nassourdine a vraiment les faiblesses de ses forces, tu vois. Mhm. Mhm. Et, et il a quand même un style assez atypique. Parce qu'on en a Ouais. parlé, hein, on a parlé qu'Adesanya perdait contre des styles atypiques, Ouais. clairement. Euh, Imavov a un style assez atypique dans sa manière de boxer, un petit peu boxe soviétique, très explosif, je pense très puissant, difficile difficile à gérer, il peut te mettre au sol, enfin voilà. Mais de l'autre côté, cette explosivité, elle peut avoir tendance à le fatiguer, tu vois. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un élément qui va jouer sur la gestion de l'espace et sur la gestion de l'énergie. Ouais, Et... ce combat est tellement intéressant parce que Ah là là je là, crois ouais. que beaucoup de gens seront d'accord pour dire on voit ce combat durer. Alors, ça reste du MMA, ça reste deux gars qui sont capables de finir dans les premiers rounds, mais j'ai cette impression que ouais, c'est en 5 rounds et on risque de voir au moins un quatrième round démarrer. Ah oui, oui, oui. Euh, et donc effectivement, il y aura ce côté gestion d'énergie, d'un côté comme de l'autre, hein, mais surtout du côté de Nas qui bouge peut-être un peu plus, qui est moins économe dans ses déplacements, qui va peut-être devoir essayer de mettre Adesanya sous pression pour que Adesanya se fatigue aussi à se déplacer. Ouais, je suis Ah, très intrigué. mais En fait, c'est ça, le mot vraiment, c'est c'est pas la intrigué, même, quoi. c'est pas la même gestion d'énergie. Pour moi, Imavov va utiliser quand il va prendre du contact ou quand il va chercher à frapper, il va utiliser beaucoup d'énergie, tu vois. Mhm. C'est dur, tu sens qu'il y a de la tension musculaire. De l'autre côté, on a un Adesanya, quand il va se déplacer, il gère. Il pourrait faire ça pendant des heures. Et dans ses frappes, il va plutôt sélectionner. Ouais. Et sur 10, 15 frappes, il n'y en aura peut-être qu'une seule qui sera vraiment avec autant de puissance, mais je pense qu'il sait aussi qu'il n'a pas besoin de mettre toute la puissance Mhm. pour éteindre. Mais moi, je suis persuadé qu'Adesanya va vouloir faire durer le combat. Et c'est là où il sera le meilleur. Je Face à un pense. Ouais. profil assez explosif et dangereux comme, euh, comme Imavov, je pense quand même qu'il fera durer le combat. Ouais, je pense que Adesanya visera de prendre 4-5
et quelque chose dans le 1, 2, 3, quoi. Ce sera peut-être Ouais, ça ouais. son approche du combat. Je pense Et, qu'il va prendre le premier round en se déplaçant et peut-être, ouais, effectivement. Mm. Et puis le 4 et le 5, voir trouver. Ouais. Ouais, donc en gros, si on peut résumer, j'espère que c'est confirmé ce combat. Et si ça l'est, j'ai très hâte de pouvoir l'analyser dans le détail parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Ça va se jouer sur des détails en fait. C'est vraiment l'analyse qu'il faudra faire un peu en mode un peu plus micro et voir quelles sont les ouvertures potentielles pour l'un et pour l'autre et donc les points d'attention pour l'un et pour l'autre. Ça va être, ça va être une analyse très solide ça. Ça va Ouais, être très chouette à faire. ouais, franchement, je pense. Parfait. On a couvert le tout, hein. Brian, Clairement. merci beaucoup. Les amis, Merci à toi. abonnez-vous. À très vite. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.